Un webinaire sur le sport. Ouais. Maintenant. Bonjour à tous. Bienvenue du coup pour ce webinaire sur la rééducation dans les maladies neurologiques, concernant notamment les CEP, les NMO et les MOGAD. Je m'appelle Nelly, donc je suis ambassadrice pour The Sumera Foundation France depuis 2 ans maintenant, avec Bérangère aussi qui est avec moi ce soir. Et moi je suis patiente MOGAD depuis 2016 et ancienne paraplégique. Ce webinaire me concerne fortement puisque j'ai fait beaucoup de rééducation. Et Bérangère, qui est avec moi aussi, a plutôt fait de la kiné, c'est ça? Puisque tu as eu une Ouais, je vais pas bien le dire, une paraparésie, c'est ça, c'est la ça, jambe droite? Ok. paraparésie des membres inférieurs. Et moi, j'ai pas pu aller en centre de rééducation parce que mes enfants étaient petits, donc j'ai fait de la kiné et j'ai pas tout bien récupéré. Ouais. Et moi, j'ai bien récupéré, j'en fais plus, et toi, t'en fais encore, je crois, un petit peu, de Alors, temps en temps, par épisode. par épisode. Ok. Et bienvenue et merci beaucoup au docteur Cécile Donzé qui nous accompagnera pour ce webinaire de ce soir. On vous remercie beaucoup d'être là. Je vous laisse vous présenter, docteur. Alors oui, moi je suis le docteur Cécile Donzé, je suis à Lille, tout en haut de la France, là-haut, où on voit pas beaucoup le soleil. Ça fait 2 jours qu'on l'a revu, ça faisait des mois qu'on l'avait pas vu. Je suis médecin de... Alors, la spécialité, c'est médecine physique et réadaptation. En gros, c'est médecin de rééducation, ce qu'on disait avant. Donc nous, notre rôle, c'est de coordonner tous les différents aspects de la rééducation autour des patients. Alors, moi, spécifiquement, sclérose en plaques, MOGAD, NMO, mais aussi les paraplégiques, les AVC. Vous savez, c'est vraiment l'objectif pour nous, c'est de remettre les patients en route, on va dire, je ne sais pas comment le dire, mais effectivement, leur redonner la possibilité d'avoir une vie à peu près normale, tant sur le plan professionnel que social, que voilà, physique. Donc, je vous ai, moi, préparé un petit PowerPoint hein, très simple en essayant de regrouper un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais faire l'essentiel. Si, bien sûr, il y a... L'idée, c'est qu'on puisse discuter, enfin, dans le chat, je pense, si j'ai bien compris, s'il y a des questions, Oui, que je puisse répondre à vos questions au mieux, j'espère, pour ces différents aspects de la rééducation. super. Donc, je peux partager, j'imagine. Alors, Oui, allez-y, docteur. c'est parti. À désactiver. Alors, est-ce que je peux? Ah, je peux pas. Il faut qu'on me donne l'accès. Sinon, je vais pas pouvoir. Il faut que l'animateur me donne l'autorisation de partager mon écran. Maintenant, it's working. C'est bon là? Oui. Ok. Alors, attendez que j'enlève mes lunettes pour trouver le bon. Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Oui, Vous voulez que je le mette en plein écran ou ça vous convient comme ça? En plein c'est bien, je écran? pense. C'est Enfin, bon comme pour vous voulez. vous? Ok. Oui, Alors, ce qu'on m'a demandé, ce que Guillaume, quand Guillaume m'a appelé, il m'a dit, il faut que tu parles de la rééducation dans la sclérose en plaques, la NMO et MOGAD. Alors, ce que je disais juste en préambule avec les ambassadrices là, qui sont avec nous, c'est que pour moi, que ça s'appelle CEP, NMO ou MOGAD, c'est la même chose en fait. Moi, je traite des patients avec des difficultés et finalement, on verra qu'il n'y a pas une rééducation pour la CEP, une pour la NMO et une pour la MOGAD. Ce sont un peu les mêmes techniques qu'on va voir ensemble. Alors, je vous ai parlé d'objectifs parce que c'est comme ça qu'on fait en rééducation. On parle d'objectifs. Qu'est-ce qu'on veut obtenir, sur quoi on veut travailler quand on a ces pathologies. Alors, je vais pas vous rappeler ce que c'est parce que je pense que vous connaissez ça mieux que moi. Ce sont toutes les trois des pathologies du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau, de la moelle et nerf optique. Et effectivement, les symptômes que vous allez présenter
sont liées à la localisation des lésions. C'est-à-dire que dans le cerveau, la moelle et le nerf, et le nerf optique, évidemment, on va avoir des zones qui vont correspondre aux bras, aux jambes, à la vessie, à la sensibilité. Et donc, tout ça, ça va donner des troubles très différents en fonction des lésions. Donc, on peut avoir des troubles génito-sphinctériens, c'est-à-dire urinaires, anorectales, des troubles sexuels, des troubles sensitivo-moteurs, où on va avoir des problèmes de sensibilité, des problèmes moteurs, de difficultés pour marcher, par exemple, des troubles visuels, bien évidemment, mais aussi parfois des troubles cognitifs, avec des déficits de l'attention, des choses un peu très différentes de ce qu'on va trouver dans l'Alzheimer, je vous rassure tout de suite, mais c'est plutôt l'attention et la concentration. Bien sûr, tout ça, ça va aboutir à une limitation des activités quotidiennes et une limitation de l'autonomie. Et puis, on va arriver à ce qu'on appelle un certain handicap avec des limitations de participation sociale et puis, bien sûr, une altération de la qualité de vie. Donc, le premier... Ah, je suis partie dans le mauvais sens. Voilà. Le premier objectif, hein, on a parlé tout à l'heure des difficultés de marche. Paraparésie, ça veut dire la paralysie, le déficit au niveau des membres inférieurs, par exemple. Mais on peut avoir aussi des hémiparésie, c'est-à-dire c'est le membre supérieur et le membre inférieur du même côté qui va être atteint. Et parfois aussi, malheureusement, une atteinte des 4 membres. Alors, c'est plus rare, mais ça peut aussi arriver. Donc, quand on a ces difficultés, et notamment, j'ai commencé par les troubles de l'équilibre, parce qu'avant de marcher, il faut avoir un équilibre correct. Et c'est parfois compliqué. Et c'est parfois le début, notamment dans la sclérose en plaques, ça a commencé juste par des petits troubles de l'équilibre sans vraiment un gros déficit. Donc, c'est lié à quoi ces troubles de l'équilibre? C'est lié à beaucoup de choses, mais souvent, ce sont liés à des troubles de la sensibilité. Quand vous ressentez pas bien les choses au niveau des jambes, alors le chaud, le froid, c'est sûr, mais le sol sous vos pieds, si vous ne le sentez pas bien, si vous ressentez pas bien, si votre pied est en avant, en arrière, si vous ressentez pas bien votre corps en fait dans l'espace, eh bien ça va être très difficile de tenir debout. C'est ce qu'on appelle la sensibilité profonde et c'est un gros mot, hein, ça s'appelle l'ataxie proprioceptive. L'ataxie, ça veut dire trouble de l'équilibre et proprioceptive, ça veut dire la sensibilité profonde. Donc tout ça, ça va entraîner des fatigues, des troubles posturaux, on va moins bien se tenir, etc. Donc vous voyez les petits dessins en dessous, c'est les examens que vous faites peut-être avec votre neurologue. C'est on vous met debout, on vous demande de garder les yeux ouverts, les pieds joints pour voir si vous tenez. On ferme les yeux. Souvent, il va vous demander de fermer les yeux. C'est pour voir si en ayant les yeux fermés, vous bougez ou pas. Alors n'importe qui, quand il ferme les yeux, va un peu bouger, hein. C'est normal, on ferme l'entrée visuelle, on ne sait plus où on est. Mais quand on a des troubles de la sensibilité profonde, on peut tomber juste en fermant les yeux. Donc on fait ça, on leur demande de marcher sur la pointe des pieds, les talons, sur un pied, on marche sur une ligne. Tout ça sont des examens qui permettent d'évaluer l'équilibre et c'est très important. Parce que parfois, c'est juste un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en rééducation pour ces problèmes d'équilibre, on va dire? Alors, c'est ce qu'on appelle la reprogrammation neuromotrice. Alors, les deux vieux qui sont à droite, là, c'est monsieur et madame Bobat. Hein, c'est eux qui ont inventé cette technique en 1942. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Alors, ça a évolué depuis, mais on garde toujours cette technique-là. L'idée qu'ils ont eue, et une idée de génie, hein, c'est de dire on va rééduquer les patients qui ont une maladie neurologique en repartant de l'enfance. C'est-à-dire le bébé, il fait quoi pour réapprendre à se mettre debout? Il commence à se retourner, puis après, il va s'asseoir, il va se mettre à 4 pattes et il va marcher. Et donc, ils sont repartis de ces niveaux d'évolution motrice et ils ont réappris aux gens qui avaient une maladie neurologique à travailler. Donc, c'est parti de là. Donc, on a plein d'exercices. Alors, je vous ai mis des petits dessins avec des ballons là, hein, parce que ça peut aussi travailler l'équilibre. Et puis, j'ai mis surtout ce qu'il ne faut pas faire et ce qui ne sert à rien. C'est-à-dire travailler sur un trampoline debout ou sur une espèce de planche avec la petite boule en dessous, là, ça s'appelle un plateau de Freeman. Ça ne sert à rien pour travailler l'équilibre dans les pathologies neurologiques. Je sais que les kinés le font, mais ça ne sert à rien. C'est bien pour Qu'est-ce que l'entorse. j'en ai, qu'est-ce que Voilà, j'en et ai fait du trampoline? je sais, ça ne sert à rien. Et je Ça suis nulle en plus. bah, c'est pas grave, vous pouvez arrêter, ça sert à rien. Il vaut mieux travailler l'équilibre sur un tapis, vous voyez, quelque chose avec des débattements pas trop importants. Ça sert à rien d'aller bouger la cheville dans tous les sens. Ça va pas faire travailler, si vous voulez, les petits fuseaux neuromusculaires qui vont permettre de s'améliorer. Donc, des exercices spécifiques.
Ces troubles de l'équilibre, bah, ça peut donner des chutes, hein, des chutes parce qu'on ne tient pas l'équilibre. Quand on fait un demi-tour, c'est un peu scabreux. Et du coup, avec le kiné, pour ces patients-là, même jeunes, hein, on peut tomber en étant jeune, eh bien, il faut travailler les relevés du sol. Ça paraît tout bête, hein, mais quand on est par terre, on ne sait plus trop comment faire, on est perdu, on est un peu stressé. On peut travailler le relevé du sol. Les transferts assis, couchés, debout, c'est-à-dire on va apprendre aux gens qui ont des difficultés comment se relever d'une chaise en utilisant la force de son corps, pas avec la force des jambes, parce que parfois il n'y en a plus, la force des jambes. Donc on a des façons de faire, ça c'est du travail de kiné spécifique. Ça va être travailler les transferts aussi, hein. Je ne sais plus, c'est Nelly qui avait eu des problèmes de paraplégie, elle a dû certainement apprendre les transferts, comment les faire sans se faire mal et être autonome, Ouais, mais différemment. Voilà. ouais, Donc, ce sont des exercices qu'on fait souvent pour l'équilibre et puis les conséquences des troubles de l'équilibre. Maintenant, on a dit aussi qu'il pouvait y avoir un déficit, un manque de force dans les ouais, jambes ou dans les bras. Alors, très souvent, on va faire appel à ce qu'on appelle le renforcement musculaire. C'est la musculation, hein, tout simplement. Il y a un muscle qui est déficient, ben, on va le travailler. Et les muscles, lesquels sont les plus déficients dans ces maladies, c'est souvent, alors ça peut être des deux côtés, bilatéral ou d'un côté. Et proximal, ça veut dire que c'est par exemple la racine de la cuisse, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à lever votre cuisse. Monter l'escalier ou mettre la jambe sur un lit, par exemple, bah, c'est difficile. C'est souvent là que c'est déficitaire. Et c'est aussi en distal, c'est-à-dire c'est relever le pied, par exemple. Ça, c'est souvent difficile. C'est souvent ces muscles-là qui vont être plutôt atteints. Et donc, on va, nous, évaluer en motricité. Les kinés aussi sont capables de faire ça, des différents groupes musculaires pour dire, bah, tiens, celui-là, il est moins fort. Ça nous permet de dire au kiné, vous allez travailler celui-là parce qu'il n'est pas fort. L'autre, il est fort. Ce n'est pas la peine de vous embêter, il va bien. Faites celui qui ne va pas bien. Et donc, il ne faut pas oublier aussi les muscles des bras et du tronc. Hein. C'est pas parce que cette maladie, elle touche l'équilibre et la marche qu'il ne faut pas travailler le haut du corps et les bras et les jambes et les bras, pardon. Parce que les bras, si vous devez les utiliser pour béquiller, pour utiliser un déambulateur, pour propulser un fauteuil roulant, ben, s'ils ne sont pas entraînés, ça va être très difficile. Est-ce que c'est efficace de faire du renforcement? Oui. Ça, c'est bien démontré maintenant. Il n'y a aucun problème. On peut faire du renforcement musculaire, de la musculation. On va faire des répétitions en fait d'exercices au niveau des bras et des jambes. Et c'est au moins 2 à 3 fois par semaine pour avoir une efficacité. Hein. C'est pas on fait une fois et c'est gagné. Il faut un peu de temps et il faut une régularité. Alors, c'est quoi? C'est un gros mot, ça, la chaîne cinétique fermée. C'est des techniques de kiné, c'est-à-dire que on va travailler, par exemple, les squats. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un squat, hein, où on va se mettre un peu accroupi au niveau des jambes pour travailler les quadriceps, hein, les muscles qui sont les muscles des cuisses. Eh bien, on va plutôt travailler comme ça que sur une chaise où on va juste lever la jambe contre un poids. Ça a beaucoup moins d'efficacité. Donc ça, c'est des techniques spécifiques. Ça marche même si vos muscles ne fonctionnent plus bien. Évidemment, s'ils ne fonctionnent plus du tout, ça va être difficile. Mais s'il reste encore de la contraction, même pas très efficace, on peut les entraîner. Donc, les membres sup, j'ai parlé pour l'utilisation des cailles du fauteuil, le travail du tronc, c'est-à-dire que souvent on a tendance à s'affaisser un peu au niveau du tronc. Eh bien, on va travailler les muscles qui sont derrière dans le dos. C'est les filets mignons, hein, c'est comme ça qu'on les appelle de chaque côté. Et puis, on va travailler ça pour vous redresser, pour travailler. Parce que pour marcher, si vous avez le penché en avant, ça va être très compliqué. Alors, ce qui ne marche pas non plus, j'aime bien dire ce qui ne marche pas, moi, c'est l'électrostimulation. Alors, alors, moi, je suis une ancienne, alors j'ai connu Love Amour, hein, mais qui faisait la pub de l'électrostimulation. C'est le truc où on vous mettait des électrodes sur le ventre, là, et vous étiez super magnifique, le Summer Body Challenge. Non, ça ne marche pas. Il faut arrêter avec ça. Les kinés font ça parce que pendant ce temps-là, ils vont faire autre chose, mais ça ne sert à rien, l'électrostimulation. Pareil, il y a eu la mode à un moment ce qu'on appelle le power plate, hein, où on faisait vibrer un peu les gens. Pas beaucoup d'intérêt. On peut travailler en renforcement avec des choses simples. On n'a pas besoin beaucoup de matériel pour faire le renforcement musculaire. Et surtout, il faut bien vérifier que ce soit les bons groupes et que les patients soient bien placés pour faire l'exercice. Alors, la fameuse spasticité, alors, je vous explique ce que c'est. La spasticité, c'est cette espèce de raideur dans les jambes. Vous avez du mal à plier la jambe ou à l'étendre, comme si c'était dans un carcan, comme si c'était bloqué. Ça, c'est souvent présent, alors dans la sclérose en plaques, mais vraisemblablement aussi dans les autres maladies. C'est invalidant, c'est gênant parce que votre jambe, elle reste raide ou elle tremble ou il y a des petits mouvements.
On peut l'évaluer. Nous, on a des techniques hein, pour l'évaluer. Alors, c'est quels muscles? C'est toujours les mêmes qui sont spastiques. Alors, le triceps sural, c'est le mollet. C'est le muscle du mollet. Le muscle du mollet, il est souvent spastique. Le muscle, alors les adducteurs de hanche, hein, c'est les jambes qui vont se refermer hein, l'une contre l'autre avec des difficultés à écarter les jambes. Ça, c'est la spasticité des adducteurs. Et le quadriceps, j'appelle ça le muscle du footballeur. Hein, c'est celui qui est devant la cuisse, c'est celui qui permet d'étendre la jambe. Ben, quand ces muscles sont spastiques, la jambe, elle reste raide. Et le pied reste vers le bas, puisque le mollet permet permet de vous mettre sur les pointes des pieds. Donc ça va gêner la marche, ça va coincer quand on marche. Donc on a aussi des techniques de kiné très spécifiques, très connues, qui sont dérivées de Monsieur et Madame Bobat de tout à l'heure. Donc la reprogrammation neuromotrice, on va faire des postures spécifiques, on va étirer ces muscles pour assouplir et éviter surtout ce qu'on appelle les rétractions musculaires. C'est-à-dire qu'un muscle qui est toujours sous tension, ben, il va se raccourcir et il va entraîner des difficultés. Alors, bien sûr, tout ça, c'est associé à des traitements, hein, le baclofène, l'urézal, que vous connaissez peut-être, les injections de toxines botuliques qu'on va faire dans les muscles spastiques. Et j'ai quand même mis un point d'interrogation sur ce qu'on appelle les cannabinoïdes, hein, et notamment le cannabis thérapeutique, qui en France, pour l'instant, n'est accessible que pour la sclérose en plaques et la spasticité douloureuse. Alors, c'est un peu anecdotique parce qu'on n'a pas beaucoup de patients qui ont accès, mais c'est efficace. Dans les autres pays, ils ont le Sativex, hein, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Nous, alors, dans Oui. les autres pays, ils ne payent pas. Hein. Enfin, les patients payent eux-mêmes leur traitement. Nous, en France, on a un système de sécurité sociale et pour l'instant, c'est pas encore. Enfin, en tout cas, on y a accès pour certains patients. Mais il y a ce que fait le kiné avec vous, mais le kiné, il n'est pas tous les jours, tout le temps avec vous. Hein. Donc, vous avez une, deux séances, parfois trois. Entre deux, il faut absolument faire une auto-rééducation. Et donc, nous, on enseigne aux patients les exercices à faire tous les jours, 10 minutes d'étirement. On trouve 10 minutes dans sa journée si ça permet d'aller beaucoup mieux le reste du temps. Ça, c'est important. Alors, il y a la fatigabilité et ce qu'on appelle le déconditionnement à l'effort. Parce que quand vous avez des déficits, des difficultés à marcher, bah, vous êtes forcément sédentaire. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez des difficultés, donc vous marchez moins, donc vous bougez moins. Comme vous bougez moins, bah, le système cardio-respiratoire, bah, il n'est pas entraîné. Et puis du coup, on est essoufflé, on se désadapte à l'effort. Donc tout ça, ça va donner une fatigabilité à l'effort. Donc, on sait que ça existe, hein, c'est bien décrit, hein, en tout cas dans la sclérose en plaques, mais dans les autres maladies, j'en suis sûre aussi. Et c'est accessible au programme de réentraînement à l'effort. Hein. Quand on voit ça chez les patients, eh bien, on va proposer un réentraînement à l'effort, c'est-à-dire qu'on va faire travailler différemment en fonction de votre handicap. Hein. Si vous ne pouvez plus marcher, ben on va faire du cyclomètre à bras, du cyclo-ergomètre à bras, pardon. On va travailler sur un rameur, on va faire d'autres choses, mais on a un autre moyen d'entraîner le cœur et les poumons pour vous remettre euh, à l'effort de façon correcte. Et donc ça marche sur l'endurance, sur la puissance de l'effort, sur les capacités fonctionnelles et même sur la fatigue. Hein. Donc c'est un traitement qui peut être très intéressant. Et puis, bien sûr, à côté de programmes comme ça de réentraînement à l'effort, il y a l'activité physique, adaptée ou non en fonction de votre niveau de handicap, mais l'activité physique, elle a une place primordiale dans le traitement de la sclérose en plaques et des maladies apparentées, c'est certain. Hein, c'est pas dangereux, vous risquez rien, vous n'allez pas faire une poussée, vous risquez comme n'importe quel sportif de vous faire mal, mais ça c'est comme tout le monde. Et surtout, ça va vous améliorer et ça peut même limiter la progression de la maladie. Hein. Dans certains cas, on sait que ça peut limiter les poussées, je pense à la sclérose en plaques. Donc, c'est maintenant quelque chose qu'on va promouvoir de plus en plus dans ces maladies. Alors, les douleurs, j'entendais tout à l'heure, je pense que c'est Nelly qui parlait de douleurs. Donc, on peut avoir des douleurs neuropathiques, neurologiques, liées à l'atteinte du système nerveux central. C'est par exemple cette sensation d'étau au niveau des genoux. Je dis les genoux parce que c'est souvent ce que les patients me disent, mais comme si c'était ou des chaussettes trop serrées, ou je supporte plus le drap parce que ça me fait mal. Ça, c'est des douleurs qui sont liées à l'atteinte du système nerveux central, mais il n'y a pas que ces douleurs-là. Il y a aussi des douleurs qu'on appelle nociceptives, c'est-à-dire des autres douleurs, des douleurs articulaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal au dos, parce que quand vous marchez et que vous avez des difficultés à marcher, ben vous allez travailler plus le dos et vous faire mal.
On a plus de tendinite chez les patients en sclérose en plaques parce que on va solliciter plus certains muscles que d'autres parce que d'autres sont fatigués. On a des techniques en rééducation, notamment ce qu'on appelle le TENS, hein, c'est l'électrostimulation, alors pas de tout à l'heure, mais à visée antalgique. Donc c'est un petit boîtier hein, que vous voyez ici, voilà. En bas à droite, hein, vous avez le petit boîtier. On colle les électrodes aux endroits où ça fait mal, on met un courant, et c'est un courant un peu spécifique qui coupe le circuit de la douleur. Et ça permet d'être efficace. Alors ça, c'est en général testé dans les... Ça peut être testé en kinésithérapie, mais pour pouvoir après obtenir le petit boîtier, très souvent, ça se fait en centre de rééducation ou en centre antidouleur. Mais c'est Oui, intéressant. En tout cas, je l'ai. voilà, il faut Je l'ai à repérer la maison. Mm. rapidement ces douleurs et il faut les traiter. On ne va pas laisser traîner des gens avec des problèmes de dos, des problèmes de tendinite. C'est idiot, ils ont déjà d'autres problèmes. Il faut les traiter de façon spécifique et ça, les kinés connaissent très bien puisqu'en kiné du sport, ils font ça tous les jours. La rééducation respiratoire, j'ai fait exprès de parler de ça parce que on pense aux jambes, on pense à tout ça. Euh, la respiration, elle peut être moins bonne. Alors, on ne s'en rend pas compte si on ne bouge pas beaucoup, mais elle peut être liée à ce que je viens de dire tout à l'heure, à la désadaptation à l'effort, mais aussi à certains troubles du sommeil. Et je pense au syndrome d'apnée du sommeil. Hein, dans certains, on a plus d'apnée du sommeil dans ces maladies neurologiques. Et donc, évidemment, vous êtes plus fatigué, vous allez être plus essoufflé. À une atteinte bulbaire, alors c'est une atteinte spécifique au niveau du bulbe, au niveau du cerveau. Hein, les centres de la respiration sont à cet endroit-là. On peut aussi avoir une atteinte bulbaire. Et surtout, le plus souvent, c'est une faiblesse des muscles respiratoires. Et notamment expiratoires. On a des difficultés pour expirer, un peu comme un asthmatique. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ces muscles sont un peu faibles. Du coup, on a des difficultés à respirer. Et ça se réentraîne. C'est pas une fatalité. Tout ce que je vous dis là peuvent s'améliorer par les techniques de rééducation. Donc, il ne faut pas l'oublier. Si vous avez du mal à tousser, par exemple, il y a peut-être un petit problème respiratoire et il faut peut-être en parler, en tout cas à vos médecins. Et puis, il y a des techniques de rééducation avec des petits appareils dans lesquels vous soufflez, vous inspirez, vous soufflez. Il y a des tas de choses qui existent. Alors, les troubles urinaires, alors ça, c'est très fréquent. Hein. Alors, 80% des patients après 10 ans d'évolution, c'est la sclérose en plaques. Hein, donc, c'est très fréquent. Alors, c'est quoi? L'hyperactivité. Le détrusor, c'est le muscle de la vessie. D'accord? Il s'appelle comme ça. Et donc, souvent, la vessie, elle est un peu énervée. C'est comme ça que je l'appelle. Elle a tendance à se contracter un peu n'importe quand, n'importe comment. Et donc, ça vous donne envie de faire pipi tous les 5 minutes. Parfois, il y a des fuites, j'arrive pas à temps aux toilettes, etc. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Après, il y a d'autres possibilités. Hein. Il y a aussi parfois des patients qui ont du mal à vider leur vessie. C'est plus difficile. Et parfois, il y a les deux, comme si ça suffisait pas. Mais comme on est dans une population très féminine, hein, souvent c'est 3 femmes pour un homme, eh bien, on peut aussi avoir une incontinence urinaire d'effort qui est liée aux accouchements un peu traumatiques. Enfin, voilà, on connaît ça. Et donc, tout n'est pas non plus sclérose en plaques ou maladie neurologique. On peut avoir simplement, entre guillemets, c'est déjà bien embêtant, une incontinence urinaire à l'effort. Quand je tousse, pouf, je peux avoir une petite fuite. C'est pas normal, hein, même en vieillissant. Hein, normalement, on ne doit pas fuir. Hein, mais si on a eu un accouchement traumatique, on peut aussi bénéficier de séances de rééducation alors, c'est de l'électrostimulation, du renforcement, tout ça, vous l'avez peut-être déjà fait. Et ça peut être les sages-femmes, ça peut être les kinésithérapeutes. En tout cas, ça se rééduque de façon simple. Alors, je ne vous ai pas fait les troubles anorectaux parce qu'il y a des choses très spécifiques. Les troubles génitosexuels, là aussi, je peux en dire juste un mot, mais effectivement, c'est important d'en parler. Le cerveau commande tout. Le cerveau et la moelle, c'est PC central. Donc, tout ce qui est sexuel va aussi peut être en tout cas touché lorsqu'il y a des troubles de sensibilité locale. Vous imaginez bien, si vous sentez rien, c'est pas très agréable. S'il y a des douleurs, s'il y a des douleurs neuropathiques à cet endroit-là, bah, ça va pas aller. Si vous êtes spastique avec les jambes qui se coincent, bah, forcément c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est vrai que les troubles sexuels, faut pas hésiter à en parler. Hein, faut pas garder ça pour vous parce que là aussi il y a des solutions qui existent, alors qui sont de l'ordre de la rééducation, mais aussi certains traitements spécifiques. Et il n'y a pas que le Viagra pour les hommes, hein. Pour les femmes, il y a aussi des choses à faire. Mais bon, je n'ai pas assez de temps pour tout aborder. Donc, vous voyez, les techniques de rééducation, alors j'appelle ça les techniques classiques. En gros,
c'est un kiné, un patient. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident partout, mais en kiné de neurologique pour les pathologies neurologiques, que ce soit Parkinson, AVC, sclérose en plaques, MOGAD, NMO, si le kiné doit rester avec le patient pour lui expliquer, pour corriger les exercices, etc. C'est pas du matériel. On n'a pas besoin de matériel pour faire de la kinésithérapie neurologique. Bon, après, il y a des matériels qui peuvent être utilisés ou pour vous aider, mais là, on peut très bien faire de la kiné qu'avec les mains. Hein, la kiné, c'est les mains. Alors, il faut des exercices individualisés avec des objectifs qu'on va regarder régulièrement. L'objectif, c'est vraiment maintenir les acquis, tout ce qu'on a réussi à avoir, ben on va maintenir ça. Bien sûr, on va essayer d'améliorer. On améliore souvent la part de déconditionnement à l'effort de tout à l'heure. Hein. Je disais, on est désadapté à l'effort. Si on vous réentraîne, eh bien, moi, j'ai des patients, et notamment la semaine dernière, quelle victoire, quelqu'un qui a gagné 200 mètres de périmètre de marche. Hein, on n'a pas changé son traitement de fond, c'est une sclérose en plaques. La personne, elle a bossé, franchement, elle a vraiment bossé avec le prof de sport, mais elle a fait son travail régulièrement. Elle a mis 3 mois, hein, mais au bout de 3 mois, elle avait gagné 200 mètres. Ben, moi, je ne connais pas de traitement de fond de quel qu'il soit, le plus cher du monde, qui permet d'améliorer de 200 mètres un périmètre de marche dans une sclérose en plaques. Donc, ça lui a coûté beaucoup de travail à cette personne, mais il était tellement heureux, et nous aussi. C'est vrai que c'est des belles victoires. Donc, on peut améliorer. Et puis, les autoprogrammes, hein, j'en parlais, de l'activité physique, c'est complémentaire de la kiné et de l'ergothérapie, hein, qui est une autre technique de rééducation. Mais c'est important de faire les deux. Donc, ne pas négliger les membres supérieurs, pas oublier les bras, hein. Parce que on marche aussi avec les bras, hein, c'est important. Le tronc, le travail respiratoire, j'en ai parlé. Il faut apprendre aux patients à gérer aussi leur fatigue, hein, à aussi s'octroyer. On a le droit de se reposer. On a le droit de faire une sieste, hein, tout le monde. Hein. Si c'est 20 minutes de sieste, c'est hyper. Et même les gens qui n'ont pas de maladie, hein, ça se. Comment dire, dans notre société, c'est pas terrible, hein, on est feignant hein, si on fait une sieste. Mais dans d'autres sociétés, on fait la sieste au boulot. Hein. Moi, si je fais ça, je pense que je vais me faire engueuler. Mais voilà, ça commence à venir. C'est pas encore dans la société. Mais pourquoi on ne pourrait pas se reposer? C'est pareil, je vous dis de faire de l'activité physique, ça ne veut pas dire tous les jours, tout le temps, tout le temps. C'est pas dans l'hyper-performance. Un jour, on bosse, un jour, on se repose, on récupère. Les athlètes, là, des JO, ils travaillent pas tout le temps, hein. Ils travaillent à fond, ils se reposent. Ils travaillent à fond, ils se reposent. Ça, c'est important. Et puis, toutes les complications, hein, les tendinites dont je parlais tout à l'heure, parce que parfois, c'est ça qui donne des problèmes de marche. C'est parce que j'ai une tendinite du tendon d'Achille, je boite, j'ai des difficultés à marcher. Mais ce n'est pas forcément la sclérose en plaques ou la MOGAD qui s'aggrave. Donc, c'est important de faire la part des choses. Un mot sur le visuel, quand même, hein, puisque c'est NMO. Ça, vous connaissez tous. Alors, moi aussi, parce que j'ai des lunettes, parce que je suis très myope. Euh, Ça, c'est une échelle hein, de vue, hein, le ZU, MSF, voilà, donc de 1 sur 10 à 10 sur 10. Parfois, on me dit, ah bah oui, mais le patient, tout va bien, il voit, il y a 10 sur 10. Mais sauf que le patient, il me dit, non, mais moi, je vois, ça va pas en fait. Et donc, il peut y avoir d'autres choses. Alors, quand je fais ce cours-là sur les troubles visuels, c'est vrai que j'aime bien montrer. Alors, ça, c'est ma fac, c'est ma magnifique faculté, c'est la faculté catholique de Lille, hein, c'est la faculté de médecine de Lille. Nous, on l'appelle Poudlard, hein, parce que vous comprenez pourquoi. Et effectivement, bah, en haut, tout va bien. En bas, bah, ça va beaucoup moins bien. À droite, il y a un scotome. Et c'est vrai que parfois, les troubles de vision du contraste, par exemple, ne sont pas très bien connus et sont très, très gênantes. Hein, et même vont induire des troubles de l'équilibre. Hein. J'ai dit qu'on tient debout avec les yeux d'abord. Hein, donc, ça peut venir perturber tout ça. Donc moi, je voulais parler un peu ce que nous, on fait, enfin ce qu'on a mis en place, qui devrait être mis en place partout. C'est vrai que le neurologue et le MPR, enfin voilà, on est... D'ailleurs, j'ai mis un MRPF, je sais pas d'où, j'ai fait un lapsus. Le neurologue, le MPR, c'est vrai que bon, voilà, on constate des troubles visuels. L'ophtalmo, c'est le responsable, on va dire, vraiment de tout ce qui est évaluation visuelle, l'acuité, les fonds d'œil, les OCT, j'en passe, et des meilleurs, effectivement, c'est lui. Mais parfois, les patients on leur dit, voilà, vos examens sont normaux. Oui, mais moi, j'ai des difficultés quand même. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Il y a l'orthoptiste qui va aussi intervenir beaucoup hein, dans l'évaluation de la fonctionnalité visuelle. Et puis, quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est l'ergothérapeute. Hein, et les ergothérapeutes vont travailler
en lien avec les autres professionnels de santé, mais sur les incapacités dans la vie quotidienne, certains aménagements, les aides techniques avec les opticiens basse vision. Donc, vous voyez, c'est aussi une prise en charge pluridisciplinaire, les troubles visuels. C'est pas que l'ophtalmo ou l'orthoptiste. Ça va un peu plus loin que ça. Alors, l'orthoptiste, il fait quoi? Alors, je pense que vous le connaissez peut-être, hein, c'est lui qui va faire le bilan moteur, qui va regarder l'orientation du regard, la mobilité, la convergence, la divergence, hein. C'est quand on vous fait passer le doigt là, ou avec la petite, comment ça s'appelle j'ai oublié le nom. Bref, il va faire le bilan sensoriel. Alors là, il va regarder tout ce qui est acuité visuelle, mais pas la bête acuité visuelle, l'acuité visuelle des contrastes. Il y a des échelles de contraste, hein, pour voir si les patients ont une acuité visuelle de contraste correcte. Il va faire un bilan fonctionnel, voilà, un diagnostic orthoptiste, de strabisme, de basse vision. Donc, l'orthoptiste ne va pas travailler que sur l'oculiomotricité, hein, il va travailler aussi sur la basse vision. En ergo, l'ergothérapie, son rôle, c'est de travailler sur les capacités, les incapacités et le handicap. Alors, on a des méthodes d'évaluation de l'autonomie, hein, la mesure d'indépendance fonctionnelle, la MIF. On va regarder l'environnement, la conduite automobile, la motivation, les exigences. Est-ce que c'est par rapport au travail, par rapport au loisir, au sport, les capacités visuelles fonctionnelles, de quoi j'ai besoin vraiment pour fonctionner, moi, dans mon environnement. Et puis, les possibilités de compensation. Parce que parfois, eh bien, si au niveau visuel, c'est pas parfait, il va bien falloir trouver des compensations soit sensitives, soit auditives, soit posturales. Hein, quelqu'un qui a une posture, si vous êtes installé dans un fauteuil roulant ou comme ça, en regardant le plafond, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, l'installation au fauteuil, parfois, on doit la moduler en fonction des troubles visuels. En orthopsie, bon, on va rééduquer le moteur, hein, le travail des mouvements conjugués. C'est assez fatigant, hein, faire l'orthopsie, j'en ai déjà fait, c'est impressionnant. Il faut renforcer le sensoriel. Alors là, c'est les prismes, hein, parfois qu'on va travailler. En ergo, les objectifs, c'est valoriser les capacités de la personne. C'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est important. C'est pas toujours dire qu'est-ce qui va pas. C'est qu'est-ce qui reste bien, qu'est-ce qui va bien. On va adapter l'environnement, on va travailler sur la prise d'informations, le traitement d'informations, l'exécution de différentes tâches, on verra lesquelles. C'est par exemple un truc tout bête, hein. Prise d'information, c'est donner une meilleure qualité d'image par la correction. Alors vous allez dire, c'est idiot ce que je mets là, nettoyage systématique des verres. Alors c'est idiot, oui et non, hein, parce que moi j'ai des lunettes et parfois je me dis, oh là là, je vois rien du tout, mais finalement il y a des tas de trucs sur mes lunettes, c'est pour ça que je ne vois pas. Et alors moi ça va, je les enlève, je les frotte. Mais quand vous avez des déficits et que vous êtes dans un fauteuil, et que vous avez des lunettes dégoûtantes. Ça nous arrive tout le temps de voir des pauvres patients avec des lunettes très sales, mais eux, ils ne sont pas capables de les prendre dans les mains ou c'est compliqué. Donc, il faut y penser. Et parfois, juste, on nettoie les lunettes et ils nous disent, ah, super, je vous vois. Ouais, ça paraît idiot, mais ça nous arrive tous les jours. On va travailler aussi sur les contrastes, sur le contenu de l'image, sur les stratégies motrices et oculomotrices. On verra, c'est la coordination entre l'œil et la main. On va dire aux patients, ben, écoutez, vous allez vous rapprocher, vous allez balayer du regard. On va leur apprendre à utiliser ce qui reste comme capacité. Le traitement d'information, alors oui, là, je voulais surtout parler de l'adaptation de l'environnement. Parfois, c'est une histoire d'éclairage. Parce que, bah oui, pour bien voir, il faut que ce soit bien éclairé. Donc, on va parfois montrer aux patients des possibilités d'éclairage un peu différents, l'usage de matériel très contrasté. Moi, je peste contre les labos qui font des petits livrets où c'est écrit en clair sur du foncé. Ça n'est pas lisible. Ça n'est pas lisible pour quelqu'un qui a des troubles du contraste. Donc, moi, je râle et j'ai dit non, c'est du foncé sur du clair. Et c'est des grands caractères et on voit bien. Si vous faites des documents patients, il ne faut pas faire que du marketing. Et c'est vrai que souvent, je dois le répéter ça à chaque fois. D'ailleurs, ils en ont marre, mais c'est pas grave, je continue. Alors, on a des aides optiques aussi. Vous connaissez certainement, hein, donc les filtres. Les filtres jaunes ou oranges, hein, ça dépend, qui peuvent bien aider quand on a des troubles du contraste, les vidéos agrandisseurs, les loupes, les petites liseuses là, avec la lumière intégrée. Ça paraît tout bête, mais ça peut quand même vraiment rendre service. Et puis après, on va travailler sur la coordination œil-main, hein, l'apprentissage, l'utilisation des aides optiques. Ce n'est pas le tout de prescrire un truc. Si on n'apprend pas aux patients à l'utiliser, bah, c'est voué à l'échec, le truc va rester dans le tiroir, quoi. Il faut quand même pouvoir aider les patients, notamment dans l'utilisation. Donc, vous voyez,
cette approche fonctionnelle des troubles visuels, elle doit être précoce. C'est-à-dire que nous, moi, je pose la question très rapidement, très vite aux patients, parce qu'on l'oublie un peu. Il y a tellement de choses, hein. Il y a le moteur, il y a la marche, machin, mais il faut quand même aller chercher. Alors, quand je mets causes multiples à définir, c'est-à-dire, certains patients nous disent que ils voient moins bien, et très souvent, on me dit, oh là là, je pense que ça s'aggrave, je vois mal, j'arrive plus à lire les petites lettres. Alors ça, je suis désolée, mais après 40 ans, il y a la presbytie. On peut aussi vieillir avec ces maladies-là, on peut aussi devenir presbyte, on peut être aussi myope. Et quand on a un handicap, parfois c'est difficile d'aller chez l'ophtalmo. Déjà, c'est difficile quand on va bien d'avoir un rendez-vous, mais quand on est en fauteuil en plus, c'est pas toujours accessible. Donc il y a des patients qui n'ont pas été depuis 8, 10 ans chez l'ophtalmo et tout simplement, c'est la réfraction qui ne va pas. Donc c'est important d'avoir un suivi régulier. Et puis, évidemment, il faut informer, il faut éduquer le patient, éduquer l'entourage, leur expliquer que c'est possible. Et puis, en tout cas, pas les laisser tout seuls avec ces difficultés, qui, en plus, tous ces troubles visuels vont venir aggraver aussi la marche et l'équilibre, hein. Donc, c'est tenir compte de l'ensemble des troubles possibles. Alors, je pense que dans la NMO, on y pense peut-être beaucoup plus, hein, parce que forcément, mais dans la sclérose en plaques, par contre, c'est souvent, s'il n'y a pas eu de grosse névrite optique, ou une névrite optique au début, et puis elle a régressé et tout va bien, tout le monde est content, mais en fait, il faut quand même poser les questions si au niveau de la fonction visuelle, on est gêné. Et très souvent, c'est les contrastes et l'éblouissement qui gênent, hein. C'est les séquelles classiques de névrite optique qui sont peu importantes. Enfin, c'est pas gentil de dire ça, mais pour l'ophtalmo, il se dit, bon, oui, mais bon, ça, c'est pas grave, t'as qu'à mettre des lunettes de soleil. Enfin, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des filtres bien, bien précis à mettre en place. Je pense que j'ai tout dit, presque. J'ai parlé beaucoup. Et donc, je vais arrêter le partage si vous voulez bien. Et puis, s'il y a des On questions, va, on va pouvoir allez-y. se jeter sur les questions. Alors, bah, Jetez-vous. moi, Ouais. j'en ai plein. En fait, je me rends compte que moi, j'ai le tiercé dans l'ordre. J'ai fait le Vamour, j'ai fait du trampoline. Quand je vois mon ophtalmo, j'ai des éblouissements. Et enfin, bien sûr, il me dit, vous avez qu'à mettre des lunettes de soleil. Merci, au revoir, c'est par là la sortie. Mhm. Ma question, c'est, est-ce que quand on a, moi, ma dernière poussée, grosse poussée invalidante, elle a 10 ans maintenant, est-ce que c'est encore rattrapable ou c'est fini? Ah ouais, non, c'est rattrapable. On compense. Bah, c'est comme moi, je Bon, suis myope. C'est rattrapable, je mets des lunettes. Maintenant, je suis voilà. presbyte. Alors, pour regarder de près, je les enlève. Mais Voilà, ben, je veux dire, je ça se rigole guérit pas parce pas. que je commence à, Ah, je commence à avoir la maladie des bras trop courts. ouais, ça c'est vrai. Mais par exemple, quand on a une atteinte physique, moi j'ai les jambes qui sont touchées, est-ce que ça se rattrape ou j'ai une lésion médulaire en fait? Est-ce que ça se rattrape ou pas ce type de lésion, les troubles de la marche, etc. Alors, ça veut dire quoi, ça se rattrape? Ah bah, c'est-à-dire, est-ce que demain je peux courir? Non. Mais est-ce qu'on peut progresser encore malgré le Ben oui, fait que... voilà, c'est ce que je disais. On peut progresser jusqu'à un certain point, hein. Après, je ne peux pas. Ouais, La rééducation vous redonnera jamais ce qui a été perdu au niveau neurologique. En revanche, euh, toute la partie, vous voyez, déconditionnement à l'effort, perte de force, ça se rattrape si on a une vraie rééducation correcte. Et si vous, et si vous, parce que les patients doivent aussi bosser, hein, enfin, et si vous faites des exercices, enfin, pas tous les jours, mais en tout cas, au moins un jour sur deux. Il y a un minimum de choses à faire. Si vous ne vous en... Que je parlais du monsieur qui a gagné 200 mètres, là, le gars, il bossait, alors pas tous les jours parce qu'on devait le restreindre un peu pour pas qu'il se fatigue non plus de trop, mais il bossait un jour sur deux, il faisait une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Alors c'était un challenge pour lui, hein, c'est différent, hein. Moi, j'ai des patients qui voulaient faire un marathon au bout d'un an. Bon, ils n'ont pas fait, ils ont fait un semi, mais quand même, voilà, et c'est on a vachement des bien. possibilités de rattraper. Après, il faut quand même, il faut surtout une constance, une fréquence et une motivation. Il ne faut pas abandonner. Vous pouvez très bien aller 3 semaines en centre de rééducation, bosser à fond. Si vous sortez et que vous ne faites plus rien, 3 semaines après, c'est perdu. C'est Ouais. mort. C'était ma Donc, question suivante, c'était est-ce que la kiné c'est pour la vie? Donc oui, c'est alors, à vie. la kiné, c'est pour la vie. Pas n'importe quelle kiné. Non, ouais, bien Si sûr. c'est pour Mais faire est-ce du que vélo, l'exercice... alors tout de suite, on va être clair. Si c'est pour faire du vélo chez le kiné, du love Non, amour alors, on va et je sais arrêter pas parce que vous quoi, dites tout ce que je... Le vélo aussi, j'en ai fait des tonnes et des on s'en fout, kilomètres c'est comme pas de la ça. kiné, ça. Vous pouvez faire Ah, du c'est vélo tout l'horreur. seul. Voilà. Faire du vélo, ça sert à rien. Du tapis de marche, ça sert à rien. Vous pouvez le faire vous-même.
vous devez travailler sur des choses spécifiques. Et peut-être pas faire au long cours tout le temps, parce qu'après, tout le monde en a marre. Je pense que c'est pas mal de faire des périodes, se dire, allez, là, pendant 3 mois, je m'y mets à fond, mais je rate pas mes séances, je bosse, entre deux, je fais des trucs. Et puis après, je me fais un break, parce que j'en ai marre. Et puis, j'ai envie de faire autre chose. Et puis, il n'y a pas que la kiné dans la vie. Et puis, il y a aussi l'activité physique. Ça peut très bien. Moi, il y a des patients, malheureusement, dans le Nord, il y a des coins où il n'y a pas de kiné, hein. Il y a pas de kiné à 40 kilomètres à la ronde. Il y a des déserts médicaux. Donc, moi, je donne des programmes, des autoprogrammes. Et puis, ils ont aussi des programmes d'activité physique. Alors, soit du sport adapté, soit ils vont dans un club handisport. Voilà. Ils ont en tout cas une activité. Nous, on fait du tennis de table, par exemple. On propose du tennis de table pour les patients, en fauteuil, pas en fauteuil. Enfin, tout est possible. Mais au moins, ça les oblige à bouger. Il faut bouger. Ça, c'est sûr. J'en ai fait, ouais, un fauteuil roulant, du tennis de table au début, ouais. Bah ouais, Et c'est j'ai été sympa. balèze. Et ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au tronc et au haut, je me sens hyper concernée dans les débuts. J'ai jamais eu des trapèzes comme ça et des biceps de ma Oui, vie autant qu'en fauteuil roulant. Et moi, je ne tenais pas sur mon tronc. Au début, je ne tenais pas assise et il a fallu que je bosse ça avec le kiné tout pour à avoir fait. le droit à un fauteuil roulant, entre guillemets, normal. Actif, ouais. Parce que, Mm. ouais, au début, j'avais un fauteuil de tétraplégique, donc j'étais complètement enfoncée dedans Mm. et avec ceinturé pour pas tomber. Mm. Et c'est traumatisant quand même. Ouais, tout Et à du coup, fait. j'ai bien bossé les abdos, etc., pour avoir un fauteuil un peu plus simple et moins encombrant aussi. Et voilà. Et j'ai eu aussi le truc qui sert à rien. Enfin, je l'ai à la maison, donc la planche en bois, là, donc du coup, je peux la vendre en fait. Ah ouais, C'est fais la vente. ouais, Alors, c'est bien pour les entorses, hein, mais c'est pas bien. Ça sert à rien. donc ouais, c'est pas d'accord. En fait, si vous voulez, ça ne stimule pas les bonnes fibres. Ça Hmm. stimule les tendons, tout ça, d'accord. Mais les fibres qui vont travailler au niveau de l'équilibre, c'est des tout petits débattements de 4 degrés. Alors, vous pensez bien, là, vous êtes sur des grands, grands Hmm. débattements et ça sert à rien. Ça sert à rien. Hmm. Moi, j'ai passé des heures sur le trampoline. C'était mon angoisse. Je tenais pas bien En dessus. Je effet. m'accrochais partout. C'était Ah l'enfer, ce bah, et en trampoline. plus, voilà. Ouais, Et tout en ça pour effet qu'on me dise que ça sert à rien. Bon sang. Bah, ouais, je passe ma vie à le mettre dans mes courriers, mais bon, c'est tout après. Ouais. Et sur le fait de Comme- faire une activité physique régulière, ouais, je vous rejoins beaucoup parce que en fait, moi j'ai remarqué une chose, moins j'en fais, pire je suis. C'est-à-dire si j'ai des semaines où là j'étais malade, j'étais grippée, là j'ai pas rien fait pendant une semaine, mais même marché, j'ai très peu marché, j'ai hyper mal en fait, les douleurs remontent. Et j'ai remarqué que quand je reprends du sport un petit peu Hmm. tous les 2 jours, on va dire même une demi-heure, eh ben, c'est suffisant. Alors, au début, j'ai mal parce qu'il y a les courbatures. Alors, Oui, je sais, j'ai du mal à distinguer les douleurs dues au sport ou parce que c'est des douleurs neuro. Alors, des fois, on a du mal à faire la différence. Bon, quand je fais rien, bon, voilà, mais quand je fais quelque chose, je pense que c'est un mélange des deux. En tout cas, après, sur le long terme, on va dire, le fait de faire quelque chose de régulier, effectivement, on y gagne au niveau de la marche, au niveau du périmètre de marche. Et moi, j'ai moins de douleurs, en fait, oui, finalement, après. Après, on fait ce qu'on peut aussi, on adapte par rapport à nos capacités à chacun, mais moi j'arrive encore à faire un peu de vélo et à marcher quand même, et la nage aussi. Et effectivement, je pense que c'est vraiment important de ne pas lâcher, qu'on soit en fauteuil, effectivement, debout. Il faut pratiquer une activité physique ou faire même un petit peu de renforcement à la maison. Il y a plein d'exercices. Normalement, les kinés nous donnent des billes quand on rentre chez nous pour tout qu'on à puisse fait. faire quotidiennement des petits exercices, ça peut être 10 minutes, hein. Moi, je sais que, par exemple, quand je suis sortie de l'hospitalisation, après, j'avais le droit du kiné de jour. J'ai eu 2 mois d'attente. 2 mois toute seule à la maison d'attente pour attendre ma place. Et quand il m'a vu la première fois en me disant, bah, on vous revoit dans 2 mois, j'avais une canne. Il m'a revu 2 mois après, j'en avais plus. Bah, il me dit, comment ça se fait? Bah, vous croyez que j'ai fait quoi pendant deux Bah oui. mois? En fait, j'avais continué les exercices du centre tous les jours. Et quand j'y suis allée 2 mois après, bah, je marchais déjà sans support. Donc, voilà. J'ai une petite question par rapport à la douleur. Enfin, j'ai 2 questions là. J'aurais une petite question par rapport à la douleur. Vous avez parlé du TENS. Alors, moi, je vais à la maison. Alors, ça marche bien pour les douleurs lombaires, etc. C'est vrai que c'est pas mal de l'avoir chez soi. Ça évite d'aller forcément voir le kiné pour ça. Après, on peut mettre une petite poche de chaud derrière, une petite crème, ça, c'est pas mal. Moi, ça marche pas du tout sur les jambes. Ce qui marche bien, moi, j'avais testé en centre les bains glacés, donc la cryothérapie.
et par moi-même dans un institut, mais par l'azote, c'est pas la même chose. Euh, Aujourd'hui, pourquoi c'est quand même normalement, enfin, je sais pas, reconnu, qu'en pensez-vous, au niveau Non, de c'est tout ce qui est absolument, soulager des douleurs? c'est absolument pas reconnu la cryothérapie corps Non, entier à l'azote. Pas du tout. c'est C'est pas. même Ouais. dangereux. C'est Ah, même dangereux. Donc aujourd'hui, c'est pas recommandé dans la sclérose en plaques. Les études qui ont été faites ne sont pas probantes en fait, il peut y avoir quand même quelques risques. Donc, il faut faire attention. Ça peut faire du bien, hein, je ne dis mhm, pas le contraire, mais c'est pas évalué correctement. Donc, ça a été une grande mode. Alors, le froid dans la cèpe, c'est connu, hein. On sait très bien que quand on refroidit, c'est ce fameux, j'en ai pas parlé, mais je vais vous l'expliquer, c'est le phénomène d'Uthoff. Alors, Uthoff, c'est un neurologue allemand qui a démontré ça dans la névrite optique. Il a pris des patients qui avaient une névrite optique et il a montré que quand on faisait faire de l'activité, enfin, de l'exercice physique et qu'on augmentait leur température, ils avaient une baisse de l'acuité visuelle. Et donc, ce n'est pas une poussée, hein, c'est simplement qu'il y a une espèce de court-circuit qui se fait au niveau du nerf optique, mais ça peut se faire à tous les niveaux. Et ça peut aggraver les symptômes pendant une heure ou une demi-heure, ça dépend des patients. Et donc, ça, quand vous avez ce phénomène du TOF, quand vous êtes thermosensible, eh bien, effectivement, on propose aux patients de se refroidir. Alors, ce qui marche le mieux et qui coûte le moins cher pour se refroidir, c'est d'ingérer de la glace pilée. Alors, sans morito, c'est pas un morito que je vous dis, oh, parce Ah, que alors ça sert à ça rien va pas alors, du aller. c'est pas coup. Ah, drôle. c'est décevant. Mais vous prenez que de la glace et vous la mangez. Et Ouais. ça baisse la température d'1 degré. Donc, ça aide. Si vous devez faire un exercice, si vous savez que vous avez de la kiné ou s'il fait chaud et que vous êtes gêné, vous pouvez faire ça. Ça va baisser votre température. Soit ça, soit mettre une serviette mouillée que vous mettez au réfrigérateur et vous la mettez autour du cou. Et c'est à cet endroit-là qu'on refroidit. C'est pas forcément sur les jambes. Donc, après la cryo corps entier, moi, je m'en méfie parce Mm, qu'effectivement, bon, d'abord, ça coûte super cher. mm, Euh, Ce ne sera jamais remboursé parce qu'il n'y a pas d'efficacité pour l'instant démontrée, hein. Si un jour on démontre, mais pour l'instant, c'est pas démontré. Et puis, il y a toujours un risque quand même de vasculaire. Enfin bon, voilà, j'ai des patients qui l'ont fait, hein. Certains étaient très contents, certains n'avaient enfin, rien ressenti. Enfin, c'est très. J'empêche pas les gens d'y aller du tout, hein, c'est pas ça. Mais ça dure pas en fait. Sur le coup, mm. c'est bien, et puis après, voilà. Et les douleurs neuropathiques, elles peuvent être aggravées effectivement par la chaleur. Donc, l'idée, c'est de se refroidir. Je pense aux dames ménopausées, par exemple, quand il y a, c'est tout bête, hein, mais quand il y a des bouffées de chaleur la nuit, ça peut faire un phénomène du TOF et donner des douleurs neuropathiques. J'ai des patientes qui ont spécifiquement ça. Donc, il faut y penser, hein, ça peut... Mais après, les douleurs neuropathiques, elles peuvent être aggravées par plein de choses. Donc, c'est un peu difficile de... C'est toujours compliqué, hein. Après, les traitements médicamenteux qui existent peuvent aussi vous faire dormir, vous fatiguer. Enfin, ça vous met complètement par terre. Donc, c'est compliqué, les douleurs neuropathiques. Et le TENS, je suis d'accord avec vous, ça marche bien quand il y a une espèce de fausse sciatique, quoi. Parce que ça marche très bien dans Mm. la sciatique, la vraie sciatique, mais quand il y a des douleurs, des charges électriques, tout ça, quand c'est bien déterminé, les douleurs, ça peut aider. Mais quand les douleurs, elles sont diffuses, on n'arrive pas, on n'a pas assez d'électrodes, en fait. Et Mm. donc, c'est vrai que c'est une possibilité, mais c'est pas... Ben, moi, je l'avais essayé sur les jambes. C'est vrai que ça fonctionnait pas du tout. Alors, c'est vrai que je me soulageais par le froid Oui. au niveau du bas, au niveau des jambes. Alors, c'était des douches froides à la maison, mais j'ai souvenir qu'en centre de réduc, à la fin de la journée, c'était quand même difficile, hein. Je restais 20 Ah oui. minutes dans leur baignoire Ah oui. avec 4 sauts de glaçons. J'étais à 9 degrés, faut les tenir, hein. Alors, Mais, et j'en avais régulièrement. Alors, alors, ça soulage sur le coup, hein. oui, Mais c'est c'est ça. vrai que bon, C'est 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 pour ça. pas. C'est pour ça que moi je dis d'ingérer de la glace pilée, parce que d'abord c'est facile et ça Mm, réduit, ça diminue autant la température qu'un bain glacé, parce que le bain glacé, il faut aller dans le bain, il faut supporter cette eau froide. Enfin, c'est pas cool, hein. ah, Donc, c'est de la torture, hein, limite. ah ouais, moi je trouve. Ok. J'ai une question Moi, privée. pardon. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais J'ai une dire, moi, question. ma Oui, neurologue, elle me fait vas-y. manger de la glace pilée. Enfin, elle me fait manger, non, je la mange toute seule, hein, comme une grande, mais je mange de la glace pilée l'été, ouais. Parce que comme je suis Oui. très sensible à la chaleur, du coup, Voilà, voilà, ça aide.
je peux pas me permettre de manger de la glace tout court. Donc, c'est une glace en C'est trop glaçant, quoi. sucré. Et c'est bon à Ouais, savoir, c'est trop la sucré en casquette. plus. J'ai une question du coup privée d'une copine là, qui n'ose pas la poser dans le chat, donc je vais la poser pour elle. Tout à l'heure, vous avez parlé alors je dis, par rapport aux douleurs et au niveau de troubles sexuels. Oui, Elle voudrait savoir, elle m'écrit que vous avez parlé du coup tout à l'heure de solutions. Est-ce que vous pouvez en partager quelques-unes? par rapport à quoi? Par rapport aux douleurs lors de l'acte sexuel? Concernant les douleurs au niveau des troubles sexuels. Alors, en fait, il y a différents types de douleurs. C'est soit, alors, on va y aller, hein, tant pis. Soit c'est au moment de l'introduction, on va appeler ça comme ça, et donc c'est ce qu'on appelle les dyspareunies, c'est des douleurs à ce moment-là. Ça peut être des contractures du périnée. Et donc ça, c'est accessible à de la kiné périnéale ou les sages-femmes qui peuvent faire certains massages pour détendre cette musculature. Voilà, ça c'est un premier conseil, entre guillemets. Pareil, si c'est des douleurs neuropathiques dont on parlait tout à l'heure, hein, des sensations bizarres, des picotements, des fourmillements douloureux, là, ça peut être aussi en rééducation, en rééducation périnéale, on peut utiliser les courants qu'on utilise dans le TENS, mais en intravaginal en fait. Pendant ces séances de rééducation, il y a des kinés qui font de la sexo ou des sages-femmes et donc qui peuvent aider. Et alors, très souvent, ce qui est le plus fréquent, c'est la sécheresse, c'est le manque de lubrification. Et là, comme je dis aux femmes, comme elles mettent une crème de jour, eh bien, il faut mettre une crème de jour là aussi, tous les jours. Et celle qui marche bien, c'est le mucogine. Mucogyn, mucogine. À l'acide hyaluronique, hein, c'est la même que sur le visage, mais pour mettre au niveau du vagin et de la vulve, ça permet d'hydrater, parce que c'est un endroit qui doit être très bien hydraté pour éviter d'avoir des douleurs, pour éviter d'avoir une sécheresse. Et tous les traitements qui sont aussi proposés dans la CEP, tous les traitements immunosuppresseurs peuvent aussi aggraver cette sécheresse. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut mettre sa crème de jour. Elle vous remercie. Elle Alors, me moi, dit j'ai que vous une venez de question. répondre à ses Ah, pardon. interrogations, donc elle vous remercie. Voilà. Pas de problème. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Si on veut aller en centre de rééduc pour progresser, à qui on demande? Est-ce que c'est le neurologue? C'est le service qui nous suit? Est-ce que c'est le médecin traitant? Alors, c'est l'un ou l'autre. Euh, Très souvent, enfin, nous dans le Nord, c'est c'est les neurologues souvent qui connaissent parce que bon, à force de me voir, ils connaissent un peu les centres. C'est vrai qu'on a un réseau aussi. Je pense que je ne sais pas si dans vos régions vous avez des réseaux ou des centres de ressources et compétences, des CRC, CEP, hein, ou en tout cas et maladies apparentées. Dans ces réseaux, en général, ils ont les adresses des centres, ils peuvent vous aider peut-être un peu mieux. Alors, votre médecin traitant peut connaître aussi, mais les médecins traitants, ils n'ont pas toujours beaucoup de CEP dans leur clientèle, et donc c'est vrai que c'est parfois difficile pour eux. Les neurologues travaillent normalement, devraient en tout cas travailler avec des médecins de rééducation. Euh, je pense que le réseau peut être une bonne Une idée. Ou bonne- alors après, dans l'association, je ne sais pas s'il y a un référencement un peu des différents centres de rééducation. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas de centres de rééducation qui sont dédiés uniquement à la CEP. C'est très rare. C'était Euh, ma question suivante. mais de toute façon, on s'en fiche parce que la rééducation neurologique, que ce soit une CEP, un Parkinson, enfin voilà, les techniques sont un Oui, peu c'est les pareil. mêmes. Euh, Généralement, les centres de rééducation bah, accueillent les hémiplégiques, les AVC, les paraplégiques, les tétraplégiques traumatiques. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'ils sont débordés. Ils sont complètement débordés. Et même nous, dans le Nord, on n'arrive pas à avoir des places pour nos patients. Donc, il y a l'attente de 2 mois, j'entendais tout à l'heure. Enfin, ça va pas, mais bon, c'est comme ça. Et donc, effectivement, il faut aussi se dire que aller en centre de rééducation, il n'y a pas que ça. Je pense que la prise en charge, vous êtes assez à l'hôpital et le neurologue et tout ça, enfin, ça fait beaucoup de monde. Il faut aussi vivre, hein. Et parfois, pouvoir faire de l'activité physique ou la kiné à domicile bien conduite, c'est peut-être aussi intéressant qu'aller en centre. Après, aller en centre une fois par an pour un programme très spécifique dans le cadre d'un objectif précis, de se dire, allez, là, j'en peux plus, là, j'arrive plus, j'en sors pas. J'ai besoin d'un coup de pied aux fesses, on va dire, pour 3 semaines. Je vais en centre.
Mais après, je suis OK. Quand je sors du centre, je me fais violence et je continue. Donc, l'accès au centre de rééducation, oui, difficile parce que pas beaucoup de médecins de rééducation, encore moins qui s'occupent de la CEP. Si on est 10 en France à être un peu spécialisé dans ces maladies, bah, c'est beaucoup. Parce que l'AVC prend toute la place, les accidents de la route aussi, et parce qu'il y en a beaucoup plus. Et donc, effectivement, c'est un peu le souci, quoi. C'est un peu la difficulté. Et puis le Oui, personnel, hein. Les ouais, kinés, c'est sûr. c'est compliqué, hein. Comment on fait pour dire à son kiné que c'est pas les bons exercices et c'est pas comme ça? Ça, c'est Alors, délicat, on ne peut pas lui dire moi je sais. moi, mes patients, je les éduque, je leur apprends et je leur dis, vous avez, je veux dire, si votre kiné fait de l'électrothérapie, enfin, il vous laisse tout seul et prend 5 patients à la fois, bah, vous reprenez votre ordonnance et vous allez ailleurs, hein. Ok, Vous aimez pas le direct. pain dans une boulangerie, vous y retournez pas, hein. Oui, c'est sûr. L'ordonnance de kiné, elle vous appartient à vous. Elle appartient pas au kiné. C'est pas parce que vous avez 20 séances de kiné et que vous l'avez donnée à ce kiné et que vous la reprenez et vous dites, ben voilà. Ou alors, après, il faut le dire gentiment, hein. Si vous donnez des leçons, il va vous jeter. Il faut le dire, ben voilà, tiens, j'ai lu, j'ai appris. Dans le cadre de l'association, j'en sais rien, hein. Vous dites, voilà, j'ai lu des choses et j'ai vu que ce serait bien peut-être de travailler la musculation ou je sais pas quoi. Après, il y Hum, en a. Alors, ceux qui sont sympas, ils vont apprendre. Ceux qui sont pas sympas, de toute façon, ils seront jamais sympas et ils seront toujours médiocres. Et donc, c'est tout, il faut les quitter, hein. faut changer. Non, mais Virginie qui nous dit se rapprocher des maisons pluridisciplinaires, maisons sport santé pour faire de la l'APA. oui, ça aussi. Mais je vous rappelle que l'APA, l'activité physique adaptée, n'est pas remboursée par la sécurité sociale, hein. C'est bien clair. Je voudrais être claire là-dessus. C'est Oui, le sport oui, sur. l'APA. Non, mais parce que souvent, c'est un peu confond. C'est le problème, c'est qu'on dit que c'est du sport sur ordonnance. Alors, on se Non, dit c'est ça y du est, sport. Ouais. du Non, sport c'est sur un loisir en ordonnance. fait. C'est pas remboursé, c'est du sport sur ordonnance. C'est comme ça. Mais donc ça peut être un peu enfin ça peut rendre un peu Hum, confus les gens en disant bah oui, mais c'est sur ordonnance. Oui, mais tout ce qui est sur ordonnance n'est pas remboursé non plus. Et puis l'activité physique, c'est vrai que les maisons sport santé peuvent aider, donner des idées, des choses, mais il y a aussi moyen de faire de l'activité physique très simplement. Et puis, il y a des tas de choses, hein. Je vais faire de la pub, hein, pour un copain kiné avec qui on a fait un programme qui s'appelle 7 sur 7, qui permet de montrer des exercices, hein, sur Instagram. Il y a des exercices aussi, l'application Cléo, il y a, alors OnStep, ça n'existe plus, mais il y a quelques applications qui sont dédiées à la CEP qui permettent de montrer certains exercices. Donc, si vous mettez sur YouTube, je sais pas, CEP et sport, activité physique, il y a pas mal de trucs qui peuvent être intéressants. Alors, c'est vrai que ça vous donne des idées, des choses à faire. C'est pas pareil qu'avoir un coach à domicile, hein, c'est pareil. Non, mais Mais ça, moi, j'habite en campagne un peu ouais, isolée. Et du coup, je me sers beaucoup de YouTube. ouais, J'ai notamment une chaîne qui s'appelle Neurogym. oui, Alors, des fois, c'est un peu des programmes pour les vieux. pas grave. Mais après, bah, il y a des fois où les jours où je suis fatiguée, je peux faire que les programmes à vieux. Ben, je me fais les Mais programmes c'est à pas vieux, c'est grave. pour ça. Le but, c'est de bouger. Et c'est pas Ouais, c'est forcément ça. de faire des performances. Et puis, des fois, c'est juste une petite victoire. Moi, j'ai des patients en fauteuil. Si sur une heure, ils se lèvent 5 fois du fauteuil, 5 secondes, ben, c'est génial. Ah C'est ouais. ça aussi. C'est se lever, c'est bouger. C'est pas forcément des performances. Moi, j'ai soigné des champions olympiques, mais j'ai aussi soigné des gens qui se levaient juste 5 fois de leur fauteuil et c'était génial. Et au bout de la journée, ils s'étaient levés 15 fois. Et 3 mois après, il se levait 50 fois. Vous voyez, c'est progressif, c'est des petites victoires, c'est de la motivation. Il faut être là, bien sûr, c'est vrai. Alors moi, j'ai la chance d'avoir plein de professeurs d'activité physique adaptée dans mon service qui reçoivent les patients. Alors, ils les prennent 4, 5 séances pour les driver. Après, ils repartent chez eux. Ils font les exercices chez eux. Après, c'est vrai qu'il faut se faire violence. Mais ça, même quand on n'a pas de CEP, hein. Aller faire du sport, c'est parfois barbant. On préfère être dans le canapé. C'est sûr, hein, ça, c'est humain, hein. On est un peu fainéant, hein, basique, de façon basique. Mais oui, les maisons sport et de santé, c'est une bonne idée. Après, il y a les clubs handisport, il y a pas mal de choses, hein, sur l'activité physique. Mm. J'ai perdu mes Ah, questions, Nelly. super. Ouais.
Le Je sais tout, pas si c'est c'est encore de, des comme vous grosses. dites, c'est de trouver de la motivation après le temps, mais la motivation, et une fois qu'on est lancé, moi, c'est pareil, en ce moment, c'est ça. Je me fais des programmes à la maison, comme j'habite aussi à la campagne, toute seule. Puis en fait, une fois qu'il est lancé, que la télé est sur la télé, bon, ben, on est en tenue, on y va, quoi. Et puis on essaie de finir Mhm. la séance. Donc voilà, comme vous dites, le but, c'est de faire, en fait. Oui, C'est oui, oui, c'est c'est ça. l'idéal. Après, de temps en temps, on a besoin d'être. Alors, je pense que les kinés peuvent vous donner aussi des exercices, hein, des programmes d'exercices. Il faut leur demander, hein. De toute façon, après, Mm, vous leur demandez. Vous dites, ben voilà, moi, j'aimerais bien, quand je viens pas vous voir, les jours où je viens pas, faire quels exercices? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donnez-moi des exercices à faire. Et notamment, les étirements. Les mm, étirements, c'est la clé. C'est-à-dire que c'est si vrai. vous étirez le triceps, le quadriceps et puis les adducteurs de hanche, on fait 8 fois 30 secondes. Un étirement, on doit tenir la posture pendant au moins 30 secondes. C'est long, hein, pour que ce soit efficace. Hein, c'est pas juste je tire et c'est fini. Non, non, c'est Mm, 30 secondes et il faut le faire au moins 8 fois pour chaque groupe musculaire. Donc 8 fois le triceps gauche, 8 fois le droit, 8 fois le quadriceps, 8 fois. Ça fait, c'est pas si long que ça, hein. C'est pas si long que ça, au final. Ça va vite. Moi, Et je suis à puis, côté complet, hein. C'est un truc de fou. Moi, les étirements, ça a duré 20 secondes, quoi. Tu fais un maximum pour tout le monde, hein. Allez, ah hop, on est ouais! étiré. Non, non, c'est par groupe musculaire, c'est 30 secondes, hein, par groupe. Ah ouais. Non, mais pas du tout. Voilà. Donc, bon, ben, on va s'y remettre, écoute. Ben ouais, il faut, il faut. Après, et vous savez, si vous faites 10 minutes d'étirement tous les jours, c'est pas beaucoup. 10 minutes dans une journée, on les trouve, hein. mm, Oui, oui. On les trouve. c'est vrai. Et c'est pas beaucoup, mais c'est tellement, ça vous rendra tellement service, ça vous donnera de la Ah ouais, souplesse. non, mais ça fait du bien, les étirements. Moi, j'ai une spasticité qui est là. Et je le sens les jours où je suis très spastique. Ouais, il faut que j'aille m'étirer, il faut que j'aille bouger. En fait, Mm. pour supprimer ma spasticité, il faut que j'aille Voilà, marcher, il faut que j'aille bouger. c'est Donc, ça. Et c'est mieux je qu'un prends mes traitement chiffres. médicamenteux. Ouais. Et Ah, du mais coup, ça marche pas de toute docteur, façon sur moi. Donc, Oui. Et du coup, docteur, par rapport aux étirements, plutôt le matin au lever ou plutôt le soir, en fait? Alors, le matin et le soir, Hmm. je suis pas 5 gentille minutes, avec 5 vous. minutes. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que idéalement, si vous le faites le soir, vous allez être moins gêné la nuit par des crampes, par des choses comme ça. Donc, il y a des patients, moi, qui sont très gênés la nuit. Donc, je leur dis, il faut le faire le soir parce que, voilà, je sais qu'ils vont mieux dormir. Et c'est vrai, hein. Et par contre, le matin, vous avez souvent ce qu'on appelle un dérouillage matinal, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en route. C'est dur parce qu'on a été couché, on n'a pas bougé. Déjà, moi, quand je me lève à mon âge, j'ai un peu de mal à me mettre en route. Mais effectivement, quand il y a cette spasticité, cette raideur, les muscles n'ont pas bougé, eh bien, quand vous vous levez, alors peut-être pas tout de suite, mais si vous faites les étirements le matin, voilà, mais il faut avoir le temps aussi. Si on doit aller au boulot, enfin, s'il y a des choses à faire, c'est compliqué. Mais peut-être qu'au boulot, entre midi et deux, on peut faire des étirements dans son bureau. Moi, j'ai des patientes qui le font au boulot. Ils font, voilà. Après, ça dépend. Si vous êtes dans un open space avec je sais pas combien de personnes, c'est peut-être Hmm. bon, c'est l'occasion de le faire tous ensemble. Après, ce qui est sympa, c'est de le faire avec d'autres personnes. C'est aussi sympa, voilà. Et après, dans les mairies, tout ça, il y a par exemple la gymnastique volontaire ou des séances de pilates qui sont parfois gratuites ou à 1 euro, des séances pas chères. C'est vrai que ça, il peut y avoir des choses intéressante hein, auprès des mairies, tout ça. Trouver. Alors là, il y a le côté plus social où j'y vais, je rencontre des gens. Après, ça dépend ce qu'on cherche, hein, mais ça peut être aussi sympa. Il y a Jonathan qui a levé la main. euh, Je n'ai pas vu. Ben, je sais non, pas, moi j'ai non vu plus. un petit mot, un petit truc Si en vous avez disant une question, profitez-en. Il Élodie. nous reste dans le chat, il nous reste peu de temps. On va bientôt conclure. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Alors, je sais pas ceux qui lèvent la main si ils l'écrivent dans le chat ou s'ils vous le disent. Oui, il Moi, faut j'ai l'écrire dans le personne qui chat lève la parce main. qu'il n'y a pas l'audio pour les Ah, il n'y a spectateurs. pas l'audio, c'est pour Non, ça. pas pour les. Donc c'est pour ça qu'on Les- retransmet. Donc Ah, n'hésitez ok. pas à utiliser le chat. Bon. Et oui, oui, sinon ça. Ah, Ah, il y a un nouveau message. Voilà. c'est Virginie qui nous dit les centres action sociale des Oui, municipalités voilà. proposent des Tout à activités fait. Oui, gratuites. oui. Et il y en a plein, hein, donc ça peut être sympa aussi. Et il y a les mutuelles aussi, parfois, qui prennent en charge quelques séances avec un prof d'appât. Il faut se renseigner. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Hum, hum. Bon, on va tous se pencher sur ça directement. C'est l'année Bon, je crois olympique, qu'il y a. hein, c'est le moment. C'est ça. Ouais. C'est le moment, ouais. Pas d'aller à Paris, mais
Ah oui, une petite Et parenthèse, puisque vous avez abordé la rééducation et les troubles urinaires tout à l'heure. Je voudrais rappeler que c'était le webinaire du mois dernier avec Bérangère. Ah, On bah a parlé voilà. des troubles vésico-sphinctériens. Donc, pour ceux qui oui, n'auraient pas parce vu, que c'était le Très webinaire bien. du mois dernier. et c'était Voilà. c'est nos copains, les troubles C'est nos vésico-sphinctériens, copains, hein, nos amis, ouais. On est très concernés aussi, oui, Mm. forcément. voilà. Ouais. Voilà. On Bon, va vous remercier, Cécile Donzé. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire qui a été rendu possible grâce au support d'Alexion thérapeutique. Et rendez-vous le mois prochain. Alors, je ne sais plus si c'est douleur ou MDPH, ce sera un truc comme ça. ça sera l'un des deux, voilà, comme thème. Douleur Ce sera l'un des deux. MDPH. Voilà. Docteur Donzé, merci. Vous Bon, m'avez merci éclairé. beaucoup. C'était très clair, très complet. Vraiment, Ah merci ouais, beaucoup à vous. Très sympa aussi. Merci à on a vous. perdu C'est ça. Soumera. Non, il est Soumera, là, elle Vera, revient. elle est Vera, là. Ouais. là. Guillaume. Oh, merci Moi, beaucoup. Oh, juste une dernière chose. La Soumaïra Foundation va vous faire parvenir dans quelques temps une enquête sur la qualité de vie, impact de la NMOSD sur la qualité de vie. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et on va vous la faire parvenir assez rapidement. OK. AOC, maybe Beranger, Guillaume, Nelly, can you tell the audience about Fatiha's film next Friday? Oui. Pour le mois Yes. donc de la NMO, ce mois-ci, Bérangère, on a une surprise prochainement. Non, moi, j'ai pas de surprise, tout va bien. C'est le Non, mois de la date. Fatia. Non, mais attends, j'ai plus la date en tête. C'est le 29. Le 29 Voilà. mars, on diffuse en direct un film qui a été tourné Mm, sur une de nos patientes qui s'appelle Fatia et qui s'appelle Ma vie avec la NMO et où elle nous raconte bah, l'histoire de sa maladie, comment elle le vit maintenant. Fatia elle revient de très loin. mm. Son Donc, parcours, ouais, ça promet des moments un peu émouvants. Enfin, nous, sortez on les l'a vu, donc mouchoirs. on sait, Mm, mais on a sorti les mouchoirs. Et donc, la watch party, ce sera le 29 à voilà. 14 h. Ce sera diffusé sur Facebook et YouTube, me semble-t-il. Oui. Somera, c'est ça? Facebook et YouTube. YouTube, Yes. YouTube. 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 Voilà, d'accord. May we Voilà, can share the link everywhere. et je partagerai le lien pour tout le monde. Merci, docteur Donzé, encore. Je vais prendre rendez-vous chez Merci. mon kiné de suite. Et il y a plus qu'à maintenant. Ouais, j'aurais Oui. bien aimé venir vous voir, mais du coup, moi, je suis du côté de Toulouse, Castres, donc ça fait loin. J'entends bien que c'est Toulouse. Mais pourquoi pas se rencontrer à l'occasion d'une journée patient ou quoi que ce soit, c'est Pas de des thèmes qui sont souci, importants. avec plaisir. Merci On fera une beaucoup. Au séance. plaisir. Au Merci Merci revoir tout pour le beaucoup. monde. les Au remerciements. revoir. Au Bonne revoir. soirée à tous.